Bon, ben, bonjour à tous. Je pense qu'on va essayer de commencer à l'heure, d'abord par respect pour vous qui êtes arrivés, et puis aussi pour essayer de garder un peu de temps pour l'échange avec la salle, ce qui nous semble important en termes de pouvoir expliciter un petit peu les fameuses recommandations qui ont été élaborées par le groupe de travail. Donc évidemment, merci à tout l'ensemble du groupe de travail qu'on va vous présenter, qui ont travaillé dur pour faire cette analyse de la littérature sur le sujet important de la technique de césarienne. Et on n'abordera vraiment que les aspects, on va dire, chirurgicaux. Et en particulier, on ne va pas du tout aborder la problématique de l'analgésie, car nous ne sommes pas anesthésistes, bien évidemment, et qu'en plus, il existe des recommandations, en tout cas des préconisations, formalisations d'experts faites par les anesthésistes sur l'analgésie. Donc, on vous y fait référence si vous le souhaitez. Et puis, donc je suis accompagné évidemment avec François Goffinet, qui était notre président de séance, et puis Thomas et Marie-Victoire, avec qui on a coordonné ce groupe de travail. Oui, bonjour à tous. Vous voyez un petit peu la nouvelle formule des RPC depuis quelques années maintenant, et donc Loïc va vous rappeler un petit peu la manière dont sont traitées les questions. Alors ça peut paraître, et en particulier pour la césarienne, parce que c'est particulier, la césarienne, tout le monde fait des césariennes, tout le monde est convaincu que c'est sa technique qui est la meilleure, qui est peut-être qui marche la mieux, etc. Et les RPC là vont répondre à des questions précises. On peut être un peu déçu de temps en temps parce qu'on était convaincu que vraiment ça, fallait surtout pas le faire et qu'il y avait des données ou le contraire. Et ben vous allez voir que il y a des dogmes peut-être qui s'effondrent. Et puis c'est pas des RPC qui essayent de faire comme une sorte de traité sur la technique de césarienne. C'est répondre à des questions très précises qu'on peut se poser. Donc on vient pas ici pour avoir une recette de cuisine de comment faire une césarienne, pas du tout. C'est aux différents temps techniques de la césarienne de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans la littérature. Et puis après, en fonction de la force de la recommandation et du niveau de preuve, eh bien c'est vous après dans votre salle d'opération qui verrez si vous changez ou non votre pratique. Voilà. Merci Loïc, vas-y. Merci François. Donc effectivement quelques mots d'introduction. Donc vous voyez les experts qui ont participé, qui vont présenter leur travail sur cette matinée. Donc Anan Bouchgoul, Florent Fuchs, Charles Garabédian, Diane Korb, Hugo Madar, Karine Nouette-Gaulin, qu'on remercie beaucoup, qui était notre anesthésiste au sein de ce groupe de travail et qui a donc accepté de rejoindre les gynécologues obstétriciens, Nicolas Sananès et Jeanne Sibiud. Et puis on avait une chargée de bibliographie. Donc le rationnel, pourquoi il y a eu cette proposition qui a été faite de travailler sur la technique de césarienne, c'est qu'il y a 150 000 césariennes en France, qu'il y a eu des importantes évolutions chirurgicales que vous connaissez bien ces 2 dernières décennies. Et puis c'est un sujet où il y a énormément de littérature, et en particulier ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de très très nombreux essais randomisés, on verra la qualité de la preuve, et qui ont été poolés dans un certain nombre de méta-analyses. Donc c'est un sujet qui s'y prête bien. Donc en fait le sujet a été proposé par le comité scientifique du CNGOF au bureau et au conseil d'administration. Il a été validé. Il y a donc un groupe de travail que je vous ai présenté qui a été constitué à part égale donc 2 médecins. Donc il y a 7 gynécos et anesthésistes réanimateurs. Et vous voyez qu'on a fait assez attention, on fait toujours attention, pas forcément à avoir une parité parfaite, mais d'avoir une bonne représentativité, Île-de-France, province et femmes-hommes. Alors, comme l'a dit François, en fait, on vous a déjà présenté il y a 2 ou 3 ans l'évolution en fait de l'évaluation de la preuve et d'émettre des guidelines. Et donc, en fait, avec Thomas en particulier, et puis vous voyez que c'était un travail qui était fait en collaboration avec nos collègues plus gynécologues qui eux aussi de leur côté émettent des recommandations. On s'est mis tous ensemble d'accord sur une nouvelle façon de réaliser des recommandations et en particulier d'éviter d'avoir des grandes bibliographies avec des textes extrêmement pléthoriques, avec 150 recommandations et qui faisaient noyer le message et que les 2-3 importantes recommandations n'étaient finalement pas retenues par les collègues et pas implémentées dans l'activité quotidienne. Et donc justement, on décide de resserrer en fonction d'un certain nombre de critères. Donc les critères, c'est les critères EGRI. Donc l'idée, c'est qu'on évalue, on élabore des questions PICO et on les élabore avant. C'est-à-dire on ne se pose pas, on ne dit pas on va faire une analyse de la littérature, puis on va voir ce qu'il y a dans la littérature et puis on va essayer de répondre à telle question parce que ça a été abordé dans la littérature. C'est le groupe de travail
qui décide en amont quelles questions lui semblent importantes d'aborder, en ayant toujours la même formulation, donc la formulation qu'on appelle PICO, c'est-à-dire dans quel type de population, quelle intervention, pour quel type de comparaison permet d'améliorer, de diminuer quel type de critères de jugement. Et donc on se met d'accord sur le critère de jugement a priori et on va déterminer s'il est crucial, s'il est important ou pas important. Par exemple, on va dire que la mort, c'est important, sauf qu'on a peu de données qui permettent de démontrer qu'une stratégie permet de diminuer la mort maternelle. Et puis d'éléments pas importants, ça peut être, par exemple, le sérum post-césarienne, au niveau de la cicatrice, on considère que c'est, même s'il y a une amélioration, c'est pas forcément très important. Et on les juge a priori, on les juge pas a posteriori, et on prend 2 critères maximum par classe d'importance. Et puis donc on élabore des tableaux. Alors les tableaux, c'est quand vous les verrez sur les textes, ils sont supplémentaires matériels. Les tableaux, ils paraissent peut-être un petit peu abscons, un petit peu difficiles, mais en fait, c'est un travail très important qui est fait par les experts, et encore une fois, je les remercie, parce que c'est assez fastidieux, mais une fois que vous avez les tableaux, vous avez toute la littérature pertinente sur le sujet, et vous avez à chaque fois dans le tableau, vous voyez la méthodologie, le niveau initial de l'estimation de l'effet de la qualité de la preuve, vous avez la diminution, l'augmentation de la preuve qui peut être réalisée, puisque vous pouvez avoir un essai randomisé qui est tellement mal fait qu'en fait on va le dégrader en termes de niveau de preuve, et vous pouvez avoir des études observationnelles qui sont super bien faites, et on va les augmenter en termes de niveau de preuve, et puis on a le niveau de preuve final au niveau de la qualité de la preuve. Et donc, la qualité de la preuve, après, va être évidemment interprétée en fonction de l'ensemble des données produites et de l'interprétation de l'ensemble des données. Et puis là aussi, on s'est aperçu, en faisant ces recommandations pour la césarienne, et aussi nos collègues gynécologues de leur côté, que finalement, il était important qu'on formalise et qu'on homogénise la façon de présenter les tableaux, parce qu'il y a différentes façons de présenter les tableaux. Donc c'est un travail aussi qui a été fait par Jean-Luc Brun. Et donc vous aurez l'auteur, le type d'étude, le plan d'expérience et la population, les critères d'analyse décidés, l'intervention, le contrôle, le résultat, la décote et la surcote en fonction des biais, précision, consistance, applicabilité, l'amplitude de l'effet, l'effet dose et le facteur de confusion, et puis la qualité de la preuve qui est finalement produite. Ce qui fait que si vous voulez aller voir sur un sujet donné quel est le nombre de papiers qui ont été produits et finalement le nombre de patientes incluses et finalement l'effet attendu, l'incidence, etc., tout est donné facilement dans les tableaux. Évidemment, il faut s'y mettre un petit peu, mais c'est extrêmement pratique. Et puis vous voyez que aussi sur les critères de pondération, d'augmenter la qualité de la preuve ou de la diminuer, il fallait qu'on se mette tous d'accord. Et donc là encore une fois, c'est avec Jean-Luc et l'ensemble du groupe de travail, on s'est mis bien d'accord pour que le biais de sélection, le biais d'exécution, le biais de détection, etc. soient évalués tous de la même façon pour que ça reste, si possible, le plus objectif possible. Et puis, une fois qu'on élabore les recommandations, on les envoie vers des experts extérieurs et on leur demande finalement de coter les recommandations s'ils sont d'accord, s'ils sont indécis ou s'ils sont en accord et s'il y a un consensus faible ou fort. Et donc, on a sollicité 75 relecteurs extérieurs, il y en a 48 qui ont répondu, donc c'est 64%, et on a fait un premier tour, et la recommandation était jugée appropriée lorsque la valeur médiane des réponses était supérieure ou égale à 7, et s'il y avait un accord entre les relecteurs, inappropriée quand c'était inférieur à 3,5 et incertaine quand c'était entre les deux. Et l'accord entre les relecteurs était défini par au moins 75% des réponses pour le premier tour dans la même section, au premier tour de relecture. Ainsi, pour valider une recommandation, il fallait non seulement recueillir au moins 75% de réponses dans la même section, mais il fallait aussi que la médiane soit supérieure ou égale à 7. Et puis, on faisait un deuxième tour, évidemment, parce que toutes les recommandations n'étaient pas satisfaites au premier tour, et les recommandations non validées lors de la première évaluation, ainsi que la raison de leur non-validation, ont été analysées par le groupe de travail, puis modifiées ou non, et on a renvoyé vers le même groupe d'experts extérieurs, accompagnés d'un argument scientifique, parce que quand on a décidé de ne pas modifier la recommandation, d'expliquer pourquoi on ne modifiait pas la recommandation, et on leur demandait de nouveau de coter la preuve. Et là, à ce moment-là, c'était la même chose avec la médiane supérieure à 7, mais il fallait avoir 80% de réponses dans la même section pour considérer qu'il y avait un accord. Et si c'était inférieur à 80%, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'accord et il n'y avait pas de troisième tour. Et donc il y a 27 questions qui ont été traitées et réparties en 10 champs. Les champs, ils sont entre parenthèses. Donc l'hypothermie, l'antiémétique, l'antibioprophylaxie, la désinfection, la vidange vésicale, le décollement vésical, l'hystérotomie, l'utérotonique, la délivrance, l'extériorisation de l'utérus, l'hystérographie, la fermeture du péritoine,
la fermeture sous-cutanée et puis enfin la fermeture cutanée. Donc 27 recommandations ont été formalisées. Après un tour de cotation, un accord a été obtenu pour 78%, ce qui est pas mal, des recommandations. Et après un second tour de cotation, eh bien, il y a une recommandation qui n'a pas été finalement, il n'y a pas eu d'accord qui a été faite. Donc une seule question, Picot bénéficiait d'une qualité de la preuve élevée. Et les données de la littérature n'ont pas permis d'émettre de recommandations, soit parce que la qualité de la preuve était trop faible, soit parce que les résultats des études étaient trop discordants pour 15 questions Picot. C'est la majorité. Donc on est désolé, parce que dans la majorité des cas, on va dire on ne peut pas se positionner. Et parmi les autres recommandations, 8 sont faibles et 3 sont fortes. Même quand la qualité de la preuve est faible, si on considère que c'est très important, eh bien on peut évidemment mettre une recommandation forte. Voilà le groupe de travail. À la fin du travail, vous voyez que tout le monde est assez souriant, donc ça s'est assez bien passé. Encore une fois, je remercie l'ensemble des experts qui vont vous présenter leurs recommandations ce matin. Merci à tous et bonne matinée. Vous avez peut-être des questions d'ailleurs sur la méthodologie, je m'en vais, mais peut-être de la place pour une ou deux questions. Souvent, ça n'intéresse personne, la méthodologie, donc on va poursuivre. Bonjour à tous. Donc, je remercie le comité d'organisation, Marie-Victoire, Loïc Thomas et François de m'avoir permis de participer à cette RPC. On va commencer donc la RPC technique de césarienne par deux volets que sont l'hypothermie, un volet qui est plutôt anesthésique, on va dire, et un volet médical qui est la question de la vidange vésicale ou du sondage vésical. Donc ça relève 3 questions Picot. La première question, c'est les 2 premières questions ont trait à l'hypothermie. Donc pour les femmes ayant une césarienne, la prévention de l'hypothermie diminue-t-elle la morbidité maternelle ou améliore-t-elle le confort maternel ? Et également pour les femmes ayant une césarienne, la prévention de l'hypothermie diminue-t-elle la morbidité néonatale ? Donc le volet de l'enfant pour l'hypothermie. Et puis la dernière question Picot que j'ai eu à traiter était pour les femmes ayant une césarienne, la vidange vésicale préopératoire permettrait-elle de diminuer les complications urinaires en comparaison à la mise en place d'une sonde vésicale péropératoire ? On y reviendra un peu plus tard. Donc commençons par l'hypothermie. L'hypothermie, comme vous le savez, est essentiellement définie par une température inférieure à 36 degrés. Et on le sait tous, les anesthésies, qu'elles soient générales ou loco-régionales, induisent une sympatholyse, et cette sympatholyse induit une perte thermique. Alors cette perte thermique, elle est variable, de l'ordre de 1 à 2 degrés, mais elle est rapide. Et les conséquences de cette perte thermique chez la patiente sont bien connues dans un contexte qui n'est pas celui de l'obstétrique. On sait que la perte thermique conduit à un certain nombre de complications, donc des infections du site opératoire, des complications cardiaques, des complications au niveau biologique, et puis une insatisfaction des patientes. En obstétrique, on a effectivement assez peu de données sur l'effet de cette hypothermie, et la principale raison, c'est que pour mesurer une température, on a besoin d'un capteur de température, et que la mesure de la température centrale, qui est la référence, est assez difficile dans un contexte obstétrical. Donc lutter contre cette hypothermie, c'est quoi ? C'est réchauffer la patiente. On sait que quand on réchauffe la patiente, dans la plupart de publications en chirurgie, notamment générale, eh bien, il y a un bénéfice sur la réduction des infections du site opératoire, un bénéfice au niveau cardiovasculaire, et également sur les complications hémorragiques. Alors les techniques pour réchauffer les patientes, il y en a plusieurs, vous les connaissez. Il y a des systèmes de réchauffement de soluté, donc, comme apparaissent ici, de soluté ou de voie, des matelas chauffants sur lesquels le patient s'allonge, le classique Berruger ou la couverture chauffante, que vous connaissez probablement mieux, et puis la dernière technique, auquel on ne pense pas forcément, c'est de monter la température de la salle du bloc opératoire. Alors qu'en est-il pour les césariennes ? Eh bien, on se pose la question parce que c'est une intervention qui est bien plus courte que beaucoup de chirurgie. Ce sont des femmes en général jeunes et en bonne santé. Et il y a beaucoup de techniques opératoires qui fait que peut-être l'effet de l'hypothermie n'est pas le même qu'en chirurgie générale. On a à notre disposition, pour répondre à cette question, 2 méta-analyses de 13 et 18 études et une revue de la littérature, l'ensemble comprenant à peu près 2000 patientes.
Quand on regarde l'effet global sur le bénéfice en termes de réduction de l'hypothermie, vous voyez qu'il y a sur le graphique une réduction en faveur, donc une réduction de cette hypothermie en faveur donc du réchauffement de la patiente. Cependant, les études qui ont permis de faire cette revue systématique et ces méta-analyses ont une validité interne qui est très faible. D'abord, c'est des études avec très peu de sujets. Il n'y a quasiment jamais de calcul du nombre de sujets nécessaires. Les températures sont mesurées de manière très variable, orale, centrale, thermomètre, et puis les populations sont hétérogènes. Donc si on regarde item par item, outcome par outcome, comme la question Picot nous le demande, eh bien quand on regarde la lutte contre l'hypothermie, c'est-à-dire la réduction de la chute de température en réchauffant les patientes ou la correction de l'hypothermie, eh bien toutes les méthodes sont efficaces et que ce soit de l'air chauffé ou des fluides chauffés, il y a un effet favorable pour la réduction de cette chute de température. Il n'y a pas de bénéfice en revanche de l'association de deux méthodes, type je chauffe l'air dans une couverture chauffée et un matelas, plus un soluté chauffant par rapport à une seule méthode. Donc une seule méthode suffit pour corriger l'hypothermie. Quand on regarde la satisfaction des patientes, il y a aussi un bénéfice de ces fluides chauffés ou de cet air chauffé pour la réduction du tremblement et l'amélioration du confort thermique. En revanche, il n'y a aucun effet retrouvé sur la réduction des pertes sanguines, la réduction des ISO et la réduction de la durée d'hospitalisation en obstétrique via un réchauffement des patientes. Donc la recommandation qui a été formulée, c'est qu'il est recommandé de réaliser une prévention de l'hypothermie par le réchauffement de la patiente à l'air d'air chauffé pulsé, donc couverture au matelas, ou de soluté chauffé pour réduire la perte de température maternelle, ainsi que le taux d'hypothermie lié à l'analgésie et augmenter la satisfaction et le confort maternel. C'est une recommandation faible avec une qualité de la preuve faible. Quid pour les nouveau-nés, qui est la deuxième question Picot. Alors, on sait que l'hypothermie chez des enfants à terme, bien sûr, est associée à un certain nombre de désordres métaboliques, à des troubles neurologiques ou respiratoires et une augmentation de la mortalité. Donc, elle est délétère, l'hypothermie néonatale. Est-ce que le fait de réchauffer la patiente ou de réchauffer la salle va avoir un impact sur l'enfant? Eh bien, il y a plusieurs essais et une méta-analyse qui nous ont permis de répondre à cette question. Spécifiquement, il y a un essai qui a eu comme critère de jugement principal la réduction de l'hypothermie de l'enfant, justement en réchauffant la salle du bloc opératoire, et cet essai est positif. De même, l'utilisation d'air pulsé permet de réduire la perte thermique chez les enfants en cas justement d'augmentation de la température via cet air pulsé. Donc un effet sur la réduction de la température de l'enfant et l'hypothermie de l'enfant via le réchauffement de la mère. Aucun effet en revanche sur les autres critères mentionnés dans la question Picot, c'est-à-dire sur l'infection, le pH, l'hypoglycémie, la détresse respiratoire et l'hospitalisation du nouveau-né. Donc la réponse à la deuxième question Picot est celle-ci. Il est recommandé de réaliser une prévention de l'hypothermie maternelle par le réchauffement de la patiente à l'air d'air chauffé pulsé ou en réchauffant la salle du bloc opératoire afin de réduire la baisse de température du nouveau-né et l'hypothermie néonatale. C'est une recommandation qui, cette fois, est forte au regard de l'importance qu'elle revêt pour l'enfant et la qualité de la preuve, encore une fois, reste faible. Passons au dernier volet, donc sur la vidange vésicale. Donc la question qui était posée, c'est est-ce qu'on voit une différence entre faire uriner la patiente 1 heure avant la césarienne, faire sa césarienne sans aucun dispositif de vidange, pas de sonde à demeure, pas de sonde temporaire, versus mettre une sonde vésicale juste avant la césarienne, la garder le temps de la césarienne et la retirer 12 heures après la fin de la césarienne. Il n'est pas question dans cette question d'un délai de retrait de sonde H6, H12, H24, comme on a pu le faire dans d'autres recommandations. Donc quand on compare ces deux attitudes, il y a 4 essais et une étude observationnelle qui sont à notre disposition dans la littérature. Alors ces essais, en termes de population, certains sont corrects, avec à peu près plus de 100 patientes, voire jusqu'à 200. En revanche, encore une fois, énormément d'hétérogénéité entre ces essais. Des inclusions de césariennes programmées, de césariennes urgentes, des césariennes sous anesthésie générale ou anesthésie loco-régionale, avec des protocoles différents d'anesthésie loco-régionale, donc des remplissages de patientes différents, des corrections de troubles je cherche mes mots, de l'hémodynamique variable, et donc
induisant des volumes de remplissage de vessie assez différents, des chirurgies différentes, bref, pas de randomisation toujours, pas de calcul du nombre de sujets, et des définitions de critères de jugement, c'est-à-dire de l'infection par exemple, qui sont très variables selon les pays. Donc une standardisation assez complexe. Quand on compare globalement les résultats, colonne de gauche, mixion, pas de sondage, colonne de droite, sondage, pré-op et retrait à H12, vous voyez que, sans grande surprise, il y a plus de rétention quand les patientes font pipi avant et n'ont pas de sonde. Il n'y a pas de différence sur la plaie vésicale péropératoire, c'est-à-dire le fait d'avoir une sonde ne change pas le risque de plaie vésicale à partir du moment où la vessie est considérée comme vide, le temps de l'intervention. Et puis tous les autres critères sont augmentés en cas de sondage, plus d'infection, plus de délai avant la reprise de la marche, plus de durée d'hospitalisation. Vous voyez les durées d'hospitalisation qui sont très courtes dans ces essais. Et puis un vécu de la patiente qui est défavorable, c'est-à-dire un inconfort de la miction augmenté dans le groupe « j'ai une sonde que je garde quelques heures après la césarienne ». Donc beaucoup d'hétérogénéité dans ces résultats et des données assez peu standardisables. Du coup, la réponse à la question PICO a été les données de la littérature sont insuffisantes en nombre et en qualité pour pouvoir émettre une recommandation quant au choix entre l'absence de sondage péropératoire, précédé d'une miction 1 heure avant la césarienne, et la mise en place d'une sonde vésicale péropératoire pour les femmes ayant une césarienne. Absence de recommandation avec une qualité faible de la preuve. Donc en conclusion, pour ces 3 questions, la qualité de la preuve est faible, comme l'avait mentionné Loïc. On recommande la réalisation d'une prévention de l'hypothermie pour réduire la perte de température de la mère ainsi que l'hypothermie liée à l'anesthésie et augmenter la satisfaction et le confort par de l'air chauffé ou des solutés pour réduire aussi la baisse de température de l'enfant par de l'air chauffé pulsé ou réchauffer la salle de bloc opératoire. Donc si on combine les deux, l'air chauffé pulsé, donc la bonne couverture Berruger classique, semble une solution qui permet de pallier aux deux éléments et aucune recommandation n'est formalisable pour la vidange vésicale. Je vous remercie. Norbert? Je ne sais pas s'il y a des micros. Mais comme maintenant on a tendance avec la réhabilitation précoce à enlever la sonde immédiatement après la césarienne. H2 en fait. Oui, voilà. Juste avant, elle reste 2 heures en salle après on enlève, elle rentre dans les services. Est-ce que ça ne changerait pas tout avec moins de rétention et finalement comme on les laisse 1 heure ou 2 et pas 12 heures, le côté infectieux serait seulement réduit. Donc du coup, t'as pas trouvé de papier? Non, il n'y a pas parce que les essais qui comparent ces 2 techniques, c'est des retraits en moyenne à H12. Après, il y a des essais spécifiques sur le moment de retrait de la sonde, mais c'est tous des essais où il y a une sonde. Donc on a choisi de ne pas traiter cette question qui est un peu sur le poste et puis qui avait été traitée dans la RAC il y a 2 ans sur le timing, le meilleur timing. Et les essais sont également de qualité assez médiocre en termes d'effectifs et de populations qui sont très différentes des nôtres. Donc peu d'analyses comparables. Et les issues, la définition de l'issue, la définition de la rétention, la définition de l'infection, elle est complètement variable dans les essais et pas du tout celle que nous, on utilise en plus. Je peux juste faire un commentaire sur ce que vient de dire Norbert, parce que ça illustre bien un peu la manière dont les recommandations sont présentées maintenant. C'est que chacun peut juger un peu des bénéfices, inconvénients. On voit qu'on a eu du mal à trancher en raison exactement de tout. Je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Florent, bien sûr. Mais du coup, en fonction de votre organisation dans votre service, de ce que vous pouvez faire, eh bien, vous pouvez justement juger en regardant ça. C'est-à-dire que je pense que tous ceux qui sont là vont se dire que si effectivement on est assez bien organisé en nombre dans les services pour vraiment éviter les quelques rétentions urinaires gravissimes qu'on pourrait avoir dans l'année avec la cage de vessie, etc., eh bien oui, tout le monde va être d'accord pour, mais il faut s'organiser. Et c'est un peu je crois que c'est un peu la même chose sur l'heure de retrait de la sonde. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, on est peut-être mal organisé, mais comme on a eu des cas compliqués, on pensait avoir essayé d'organiser les choses, etc., du coup, on ne l'enlève plus à H2, on l'enlève à H6. Parce que je trouve que
si ça peut éviter 1 ou 2 claquages de vessie gravissimes dans l'année, ben oui, tant pis. C'est vrai que des patients vont avoir on n'est pas assez bien organisé pour être sûr qu'on ne va pas entraîner ces quelques complications graves. Mais c'est un choix qui n'est pas du tout scientifique, etc. Mais que je réfléchissais en écoutant Florent, et je me disais, voilà, si on arrivait à effectivement à empêcher cette rétention d'urine, ce pourcentage de rétention d'urine, effectivement, tout le monde passe à la vidange, on ne met plus de sonde. Hein. Et le problème, effectivement, c'est que les niveaux de preuve des effets secondaires potentiels, rares, mais potentiellement très graves, sont très mal étayés dans beaucoup de papiers. Donc, beaucoup d'essais randomisés, vous verrez, ont été faits dans des pays en plus de contextes de soins totalement différents. Et c'est pour ça que dans la grande majorité, comme je vous l'ai dit en introduction, en fait, il y aura une absence de recommandation, ce qui permet aussi à chacun d'avoir une réflexion personnelle au sein de son service, des organisations, pour se positionner. Est-ce qu'il y a une autre question sur cette première partie? Eh bien, on va enchaîner alors. Merci Florent. Merci. Donc, on accueille le professeur Karine Ouette, qui travaille à Bordeaux, qui est responsable de l'anesthésie obstétricale. Merci Karine d'avoir participé avec nous à ce groupe de travail. Merci beaucoup pour votre accueil et votre invitation. Donc, dans ce groupe-là, on a essayé d'aborder deux points qui sont dans un premier temps les antiémétiques et dans un second temps les utérotoniques. Alors, les questions PICO étaient les suivantes. Pour les femmes ayant une césarienne, l'administration préventive systématique d'un antiémétique permet-elle de diminuer les nausées et ou vomissements? Pour les femmes ayant une césarienne, l'administration préventive de 2 antiémétiques permet-elle de diminuer les nausées ou les vomissements en comparaison à l'administration préventive d'un seul antiémétique? Et la troisième question, c'était sur les utérotoniques. Et la question était pour les femmes ayant une césarienne, l'administration de carbétocine permet-elle de diminuer la morbidité maternelle, en particulier les pertes sanguines, en comparaison à l'administration d'ocytocine? Alors pour les nausées-vomissements, nous soignons parfois nausées-vomissements, c'est pas le critère princeps que l'on regarde. En revanche, dans toutes les études de qualité faites auprès des patients, quand on recueille les PROM, les Patient Related Outcome Measures, nausées-vomissements, c'est premier, deuxième outcome le plus important pour eux. Et dans le cas de la césarienne, selon les études, on va aller d'une incidence de 21 à 79%. Alors vous allez dire, c'est énorme la fourchette, parce qu'en fait, il n'y a pas d'échelle clairement identifiée pour mesurer les nausées-vomissements. Il y en a certains qui sont assez binaires, oui, non. Il y en a qui utilisent des EVA, 0 à 10 pour les nausées. Bon, là, on voit à peu près ce que ça veut dire. 1 à 10 pour les vomissements, c'est plus compliqué. Alors après, il y a un peu beaucoup, très souvent. Donc, c'est difficile à évaluer. Donc, c'est la raison probablement pour laquelle on a un intervalle très grand. En tout cas, les patients n'aiment pas du tout cet effet secondaire, ne l'apprécient pas. C'est un critère majeur d'insatisfaction de prise en charge du soin. Et dans le cadre périopératoire, on a toujours, même si c'est peu probable, un risque d'inhalation. Alors, dans le cas des césariennes, sous anesthésie locorégionale, bien, on a la locorégionale qui est classiquement protecteur des nausées et vomissements, en dehors dans la plupart des études, et le propofol est également antiémétique. Dans le cas de la césarienne, en fait, l'effet protecteur de la locorégionale n'est pas suffisant parce que ce sont des rachis anesthésie avec des instabilités hémodynamiques lorsqu'on va piquer la rachis. Souvent, dans cette locorégionale, est associé des morphiniques très faible dose, mais il y en a un petit peu. Par définition, les femmes enceintes ont au moins un score d'Apfel à 1. Le score d'Apfel, c'est le risque d'avoir des nausées et des vomissements. Le premier critère, c'est être une femme. Donc, dans la césarienne, on coche assez vite la case. Et ensuite, il y a des interactions avec les agents pharmacologiques sur lesquels il n'y a pas beaucoup de littérature, mais quand on est au bloc opératoire, on voit bien quand même, quand on est anesthésiste, que lorsqu'on passe un peu vite Synthos, si on passe un peu vite d'autres produits, on a des effets antiémétiques qui apparaissent. Et peut-être qu'il y a aussi la technique chirurgicale, mais comme dit Loïc, nos data, nos blabla, mais quand même, en pratique, on a l'impression qu'il y a certains gestes qui sont associés à l'apparition de nausées-vomissements.
Alors, nausée, vomissement, ce sont 2 items, la nausée, le vomissement, et il y a 2 temps. Il y a le temps au bloc opératoire lors de la prise en charge, c'est ce qu'on appelle les nausées, vomissements péropératoires. Et une fois que la patiente va sortir du bloc opératoire, qu'elle va aller en SSPI, en hospitalisation, c'est ce qu'on appelle les nausées, vomissements post-opératoires. Dans la césarienne, bien sûr, il y a le temps du clampage du cordon à la fermeture chirurgicale, et je vous ai fait ces 2 repères parce que vous allez voir que selon les antiémétiques utilisés, ils vont se situer soit avant, soit après le clampage. Donc l'objectif de cette étude, c'était de dire, est-ce que la molécule va agir en péropératoire, que ce soit nausée ou que ce soit vomissement, ou plutôt en post-opératoire. Alors dans un premier temps, avant le clampage du cordon, dans la littérature, toutes les études qui rapportent un effet antiémétique évaluent la dexaméthasone. Dexaméthasone 8 mg, c'est un agent, un corticoïde qu'on utilise largement en anesthésie réanimation, aussi bien en dehors de la césarienne. L'objectif était de regarder l'effet sur les nausées, vomissements. Et donc là, dans la littérature, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a une Cochrane qui est un peu vieille, qui date de 2012, puis trois autres études randomisées qui montrent que les nausées, vomissements et les nausées, vomissements sont diminués uniquement en péropératoire. La dexaméthasone n'a pas d'effet en post-opératoire, et ça, c'est un effet classique. Elle peut être donnée avant le clampage du cordon. En revanche, les autres antiémétiques que nous avons l'habitude d'utiliser suite à la RFE de la SFAR de 2007, ce sont le dropéridol et l'ondansetron. Et dans ce cadre-là, ces 2 molécules ne sont toujours données dans la littérature qu'après le clampage du cordon. Dropéridol, alors ce sont des doses minimes, 0,625 à 1,25 mg. Cette molécule a comme avantage de diminuer les nausées, vomissements dans la période péropératoire et dans la période post-opératoire. Et les 4 essais contrôlés qui ont été publiés dans le cadre de la césarienne sous rachis-anesthésie montrent une diminution aux environs de 50%, et voilà, c'est ce qu'on a l'habitude d'observer en clinique. Concernant l'ondansetron, l'ondansetron en dehors de la césarienne est plutôt en anesthésie réservée à l'anesthésie pédiatrique. Ça a quand même été évalué dans le cas dans ce modèle. À raison de 4 mg, on a une diminution des nausées péropératoires uniquement, et en post-opératoire, on a une diminution et des nausées et des vomissements. Donc, si la question était quelle molécule vous feriez pour avoir un effet en péropératoire et un effet en post-opératoire, c'est plutôt un de ces 2. On est d'accord. Donc, il est recommandé d'administrer un antiémétique après le clampage du cordon de l'enfant chez les femmes ayant une césarienne sous anesthésie loco-régionale pour diminuer l'incidence des nausées et des vomissements pér- et post-opératoires. Donc, il faudra choisir. C'est une recommandation qui est forte. Les qualités de preuve sont faibles parce que ce sont des petites études, il n'y a qu'une méta-analyse. Et voilà, c'est assez faible comme niveau de preuve. Alors, on s'est dit, on va associer 2, c'est ce que l'on fait, il faut savoir, c'est ce que l'on fait dans la majeure partie des cas chez l'adulte, en dehors de la césarienne. Donc on s'est dit, dans la littérature, c'est recommandé, la RFE de 2007 de la SFAR, associer les deux médicaments. Donc on a cherché les niveaux de preuve dans le cas spécifiquement de la césarienne programmée, sous rachis-anesthésie. Et donc là, on n'a trouvé qu'une seule méta-analyse, 33 études, 3447 patientes, mais en fait, il n'y avait pas de contexte obstétrical. Franchement, en regardant cette Cochrane. Et ensuite, on a trouvé 4 essais très hétérogènes et qui évaluaient, entre autres, l'ondansetron, les corticoïdes, le dexaméthasone, comme je vous ai montré, le dropéridol, mais aussi le méthoclopramide, c'est-à-dire le primperon. Ce que on n'utilise pas en anesthésie pour son absence d'effet. Donc, si on prend en compte uniquement les essais randomisés qui utilisent les agents qu'on a plutôt l'habitude d'utiliser, on se retrouve avec un essai taïwanais et un essai africain. Je vous ai illustré l'essai taïwanais, vous allez voir un peu le niveau de preuve. On est sur 30 patients dans chaque groupe. Et
dexaméthasone, droléptan, droperidol, l'association et le placebo. Donc c'est sûr que dans le groupe de l'association, il y a moins de nausées vomissements initialement dans les 0,3 heures, 3-6 heures, et cet effet est observé jusqu'à 24 heures. Ça, c'est extrêmement classique, mais il est difficile de faire une recommandation forte à propos d'un seul essai. En l'occurrence, on en avait 2. Donc, même s'il y a une littérature pléthore sur l'association des 2 antiémétiques en péropératoire, dans le cadre de la rachianesthésie programmée, bien en fait, il n'y a pas de données. Donc, les experts proposés, les données de la littérature sont insuffisantes en nombre et en qualité pour pouvoir émettre une recommandation sur l'administration préventive d'un seul, je me suis trompée, de deux, afin de diminuer les nausées et vomissements au cours d'une césarienne programmée. Donc, il n'y avait pas de recommandation et la qualité de preuve était faible. Voilà, donc on peut en donner 1, il y a de la littérature, 2, il n'y a pas de littérature. Concernant les morts maternelles en France, le deuxième point, donc, c'était carbétocine versus ocytocine. Donc, on était dans le domaine de l'hémorragie obstétricale. Le dernier rapport de l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles rappelait que l'hémorragie obstétricale était de l'ordre de 21%. La plupart, ce n'était plus la première cause de mort périnatale. C'était plus la principale cause de décès en fonction de ce temps de la grossesse. Et donc la question était, est-ce que carbétocine va nous permettre d'être plus performants sur l'incidence de l'HPP supérieure à 1000 ml par rapport à l'ocytocine. Donc pour faire l'analyse de cette littérature, on a eu la chance d'avoir une méta-analyse en réseau, dont vous voyez ici la représentation concernant le critère de jugement principal qui était l'HPP sévère supérieur à 1 litre. Ces deux molécules sont 2 hétérotoniques, comme vous le savez, mais elles ont une pharmacocinétique différente, avec l'ocytocine, un délai de demi-vie aux alentours de 15-17 minutes, tandis que la carbétocine va aux alentours d'une demi-vie au-delà vers 40 minutes. Et lorsqu'on regarde cette méta-analyse en réseau, vous voyez que l'ocytocine est la molécule pour laquelle il y a le plus d'études. Et lorsqu'on compare à la carbétocine, en fait, il y a 7 études qui les évaluent, ce qui représente à peu près 1026 patients. Et en regardant les résultats de cette méta-analyse, en fait, il n'y a pas de différence significative concernant ce critère de jugement principal entre les 2 groupes, que ce soit l'ocytocine et la carbétocine. Là, dans ces études-là, la carbétocine était utilisée à 100 microgrammes et l'ocytocine était un peu moins standardisée, elle allait entre 5 et 20 unités. Alors, concernant l'anémie, est-ce qu'il y a un effet ? Une deuxième méta-analyse publiée dans le Canadian Journal of Anesthesia en 2020 a évalué ce travail. C'était un travail réalisé à partir de 5 essais randomisés, soit 1214 patientes. Concernant le recours à un autre hétérotonique, c'est significativement en faveur de la carbétocine. Il y avait moins de recours dans ce groupe-là. En revanche, en termes de transfusion ou de perte sanguine, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes. Et lorsqu'on regarde la baisse de l'hémoglobine, on avait une baisse qui était non significative de moins d'un point. Alors en fait, cette différence-là que l'on observe en faveur de la carbétocine, probablement qu'elle s'explique par rapport à la demi-vie de chaque molécule. Donc en conclusion, pour les femmes ayant une césarienne, l'administration de carbétocine après le clampage du cordon ne permet pas de diminuer significativement l'incidence des pertes sanguines supérieures à 1 litre, d'une anémie ou de la transfusion sanguine en comparaison à l'administration d'ocytocine. Les données de la littérature ne permettent pas d'émettre de recommandations pour utiliser la carbétocine plutôt que l'ocytocine chez les femmes ayant une césarienne. Donc pas de recommandations. En revanche, comme vous l'avez vu, on avait des preuves fortes. Donc en conclusion, 2 questions où pour les nausées et vomissements, la preuve était faible. Un antiémétique est recommandé lors de la césarienne programmée sous anesthésie ocorégionale. La donnée de la littérature sont insuffisantes pour en recommander 2, combien même c'est une opposition par rapport à nos pratiques.
Et les données de la littérature sont insuffisantes en qualité et en nombre pour émettre une recommandation concernant le choix de l'utilisation de la carbétocine versus l'ocytocine. Voilà, je vous remercie. Merci Karine. On va prendre une question parce qu'on est peut-être un tout petit peu en retard sur le programme. Est-ce qu'il y a des questions sur les utérotoniques et les antiémétiques? Oui, une question. Une jeune fille a levé le doigt, paraît-il. L'œil de lynx de M. Schmitt, mais non. C'était sûrement pour remettre une veste. Oui, docteur Nittard. Bonjour, moi j'ai juste une question par rapport à l'ocytocine, parce qu'il traîne comme ça des idées un peu reçues. Quand on a des travails longs avec l'utilisation de beaucoup d'ocytocine, moi j'avais gardé un peu en mémoire qu'il valait mieux utiliser en utérotonique sur la césarienne plutôt la carbétocine, enfin le Pabal. Donc, je ne sais pas si ça c'est une idée vraie ou pas. Dans le cas des nausées vomissements? Non. Non, sur l'utérotonique. En fait, pour les hémorragies. En fait, Ah oui. effectivement, il y a l'idée de se dire que quand on utilise de l'ocytocine au cours du travail, finalement, il y a une saturation des récepteurs à l'ocytocine qui ont été imbibés par l'ocytocine au cours du travail. Et donc, il valait mieux ne pas utiliser de nouveau l'ocytocine et utiliser un autre type d'utérotonique, et donc la carbétocine. Et donc, ça, c'est complètement faux, et c'est démontré par le Champion Trial qui est dans le New England Journal, qui est que si vous avez, chez les femmes qui ont reçu de l'ocytocine au cours du travail, en fait, si on compare, on fait un essai randomisé carbétocine versus ocytocine, quand on sait pas le Champion, c'est un autre papier, pardon, le Champion, c'est par voie basse, mais en fait, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, ce qui est assez bizarre avec l'ocytocine, et ce qui paraît pas logique, c'est qu'on va utiliser de l'ocytocine pour le déclenchement, puis on met de l'ocytocine au cours du travail pour renforcer la dynamique, et puis on met de l'ocytocine pour la prévention de l'hémorragie postpartum. Puis quand ça saigne, qu'est-ce qu'on fait? On remet de l'ocytocine. Donc tout ça, on a envie de dire, c'est pas très logique. C'est pas très logique, mais quand on regarde sur le plan observationnel et sur des essais randomisés, ça fonctionne. Oui. Donc cette idée de dire, j'ai utilisé beaucoup de signes au cours du travail, mes récepteurs sont saturés, et donc il faut que je change d'utérotonique en prévention, n'est absolument pas démontré. Après, vous avez bien vu que vous pouvez utiliser aussi bien la carbétocine que l'ocytocine. Oui, c'est ça. Et puis après, on a aussi dans les effets de pharmacocinétique. La pharmacocinétique de l'ocytocine est très courte. Il n'y a pas aussi de rapport avec des éventuels facteurs de risque? Ça, c'est nos anesthésistes qui nous disent toujours ça, que si c'est une grossesse gémellaire, une macrosomie... Non. Ok, on poursuit. Donc Jeanne Sibud de Louis Mourier, qui va nous parler d'antibiothérapie, où il y a pas mal de littérature, vous allez voir. Et voilà, les pratiques sont probablement assez hétérogènes sur notre territoire. Et donc Jeanne va nous dire un petit peu ce qu'il y a dans la littérature. Donc, bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour parler de la césarienne. Donc effectivement, moi je vais vous parler de l'antibioprophylaxie en prévention des complications infectieuses en cours de césarienne. Donc nous, on s'est posé 4 questions, donc 4 questions PICO. Déjà, est-ce qu'une antibioprophylaxie est utile pour diminuer la morbidité maternelle infectieuse? Et puis, donc on va voir, mais si on considère qu'une antibioprophylaxie est utile, à ce moment-là, est-ce que la famille d'antibiotiques est importante? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mieux donner une céphalosporine plutôt qu'une pénicilline ou l'inverse? Ensuite, la troisième question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux administrer 2 antibiotiques ou plus, on est même allé voir plus, plutôt qu'un antibiotique au moment de la césarienne pour éviter les complications infectieuses. Et enfin, la dernière question, c'est celle du moment d'administration de l'antibioprophylaxie. Est-ce qu'il vaut mieux l'administrer avant l'incision ou après le clampage du cordon? Et donc, on va voir ces 4 questions les unes après les autres. Donc, comme Loïc disait en introduction, il y a énormément d'essais randomisés et particulièrement sur cette question de l'antibioprophylaxie. Et ces essais randomisés
qui posent la question antibio versus pas d'antibio, ils ont été regroupés dans une méta-analyse de la Cochrane, donc il y en a 95, ce qui représente 15 000 femmes. Mais en fait, chaque essai est plutôt avec des petits effectifs. Ici, je vous ai mis sur la diapo que la fin des essais. Vous voyez, les plus gros essais, c'est ceux du type de WIT, là, qui sont avec 740 patientes dans un groupe et 370 dans l'autre. Mais sinon, il y a beaucoup d'essais qui sont plutôt avec une cinquantaine de patientes. La plupart des essais pris individuellement ont des résultats qui ne sont pas significatifs. Et il faut aussi savoir que les types d'antibioprophylaxie et les voies d'administration même sont très différentes. C'est-à-dire que ça peut être par voie orale ou par voie intraveineuse. Mais il y avait même des lavages intrapéritonéeux avec des antibiotiques dans certains essais. Tous les essais, en revanche, sont homogènes sur une chose. Et ça va être le cas aussi pour la plupart des autres questions derrière. C'est qu'ils excluent les patientes qui ont reçu déjà une antibioprophylaxie pendant le travail. Or, c'est quand même à garder en tête parce que chez nous, pour les césariennes en cours de travail, il y a une part non négligeable des patientes qui ont déjà reçu une antibioprophylaxie. Donc, vous voyez le résultat, on va détailler un petit peu en fonction des critères de jugement. Et donc le premier critère de jugement qui est étudié dans la plupart de ces essais, c'est l'abcès de paroi, qui est défini comme infection de cicatrice. Et vous voyez, donc il y a un risque relatif à 0,4, donc une baisse par 2 pour toutes les césariennes de ce risque d'abcès de paroi avec un intervalle de confiance qui ne comprend pas 1. C'est un résultat qui est très significatif. Et quand on regarde de manière séparée si pour les césariennes en travail ou pour les césariennes programmées, bien, le résultat est significatif dans les deux cas, même s'il est plus marqué pour les césariennes en travail avec un risque relatif à 0,4 et 0,6 pour les césariennes programmées. Quand on regarde pour l'endométrite, donc l'endométrite dans les essais, c'est l'association de fièvre, sensibilité utérine et lochie anormale. À ce moment-là, il y a aussi un effet significatif divisé par 2 ou 3, donc un risque relatif à 0,38, que ce soit pour les césariennes en travail ou à membrane rompue ou pour les césariennes programmées. Donc ça, c'est vraiment les deux outcomes pour lesquels il y a un effet significatif. Ensuite, pour la fièvre du postpartum, les résultats sont contradictoires. Dans la méta-analyse, ils retrouvent un effet, mais pas dans un essai assez récent sur les césariennes programmées. Et puis, le groupe de travail s'était intéressé à des critères qui nous paraissaient majeurs, comme le sepsis maternel ou l'abcès profond, avec notamment reprise pour abcès profond. Et en fait, ces critères-là ne sont pas étudiés dans l'ensemble des 95 essais dont je vous parlais tout à l'heure. On a voulu aussi voir s'il y avait des effets potentiels secondaires sur les nouveau-nés qui avaient été étudiés ou sur la mère avec un risque allergique. Et en fait, ces effets-là n'ont pas été étudiés également. Cependant, malgré les quelques insuffisances de ces essais, au vu de l'impact qui est significatif et cliniquement fort sur l'endométrite et l'abcès profond, et l'abcès de paroi, eh bien, le groupe de travail a décidé de recommander d'administrer une antibioprophylaxie pour réduire la morbidité maternelle infectieuse, donc sur ces deux critères dont je viens de vous parler. Et c'est une recommandation forte, même si la qualité de la preuve est modérée. Donc la deuxième question, c'était est-ce qu'il vaut mieux donner une céphalosporine ou une pénicilline? Là aussi, il y a une méta-analyse de la Cochrane qui a regroupé moins d'essais, 16 essais, 3000 femmes, chaque essai aussi avec des petits effectifs. Et là aussi, il y a des types et des voies d'antibiotiques qui sont assez divers. Et là, on retrouve des résultats qui sont hétérogènes, à la fois pour la taille et pour le sens de l'effet. Vous voyez ici un exemple quand on regarde une seule céphalosporine versus une seule pénicilline et sur l'abcès de paroi. Et vous voyez que ça va un peu dans tous les sens. Et puis surtout, tous les essais ont un intervalle de confiance qui comprend 1. Ils ont aussi exclu les femmes qui avaient reçu une antibioprophylaxie pendant le travail. Donc au total, pour faire un résumé sur de la littérature sur les céphalosporines versus pénicilline, pour l'abcès de paroi, il n'y avait pas de différence entre les groupes, donc risque relatif à 0,83, là la référence ce sont les pénicillines. Pour l'endométrite, il n'y avait pas non plus de différence significative avec un risque relatif à 1,11 et c'était la même chose pour la fièvre du postpartum. Quand on a limité notre étude aux antibioprophylaxies systémiques et en monothérapie, puisque je vous ai dit que dans la méta-analyse, il y avait énormément de choses, eh bien, on n'a pas non plus trouvé de différence. Et puis, on s'est bien sûr posé la question, est-ce que ça pourrait être, plutôt qu'une classe de médicaments, est-ce que ça pourrait être plutôt une molécule versus une autre, exemple céphazoline versus augmentin, ou des choses comme ça.
Et même dans les sous-analyses molécule par molécule, il n'y avait pas de différence entre les deux. Donc on a conclu que les données de la littérature ne permettaient pas d'émettre de recommandations pour le choix d'une céphalosporine ou d'une pénicilline pour diminuer la morbidité maternelle infectieuse. Et donc il n'y a pas de recommandation et les deux sont possibles. La qualité de la preuve est là aussi modérée. Notre troisième question, c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser 2 antibiotiques plutôt qu'un seul antibiotique? Donc là, on se rapproche de la question précédente sur les antiémétiques. Et donc là, on s'est beaucoup attardé sur, on a étudié un essai majeur qui est récent, qui est publié en 2016, multicentrique sur 2000 femmes, l'essai de Tita, qui a comparé l'administration d'une céphazoline, de céphazoline 1 g par voie intraveineuse avec adjonction d'azithromycine 500 mg contre la céphazoline seule. C'était un essai bien mené, en double aveugle avec placebo. C'était des césariennes en cours de travail. Et l'antibioprophylaxie était réalisée avant l'incision. Et donc, ils ont mis en évidence, dans cet essai, une différence significative sur l'abcès de paroi, avec 2,4% dans le groupe bithérapie contre 6% d'abcès de paroi dans le groupe monothérapie. Une différence qui était également à la limite de la significativité pour l'endométrite, avec 3,8 versus 6,1%. Et sur la fièvre du postpartum avec 5% contre 8%. Et eux, ils s'intéressaient à l'abcès profond, c'est un des seuls essais qui s'est intéressé à l'abcès profond. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes, il y avait une tendance avec aucun abcès profond dans le groupe bithérapie et 0,4% dans le groupe monothérapie d'abcès profond. Donc on a beaucoup discuté de cet essai. Sa validité externe nous a paru limitée dans le groupe de travail, notamment parce que les patientes avaient un IMC moyen à 35 avant la grossesse, dans cet essai réalisé pas en France, aux États-Unis en grande partie. Et il y avait 4% de femmes qui avaient un diabète préexistant, et il y avait 70% de la population qui vivait dans une situation de précarité. Par ailleurs, il n'y a pas d'évaluation de la sécurité sur le nouveau-né, par exemple, de l'administration d'un deuxième antibiotique réalisé avant l'incision. On a regardé aussi un essai de 2003 qui avait inclus 600 femmes et qui lui avait regardé 3 traitements, céphotétane, azithromycine et doxy versus céphotétane seul. C'était aussi un essai en double aveugle avec placebo, toutes les césariennes, et là en revanche l'antibioprophylaxie était réalisée après le clampage du cordon. Et ils trouvaient une différence significative sur l'abcès de paroi et sur l'endométrite, avec des taux très élevés d'endométrite, comme vous pouvez voir, 16 versus 25% entre les deux groupes. Donc ça c'est un autre essai qui avait mis en évidence une différence, mais de qualité méthodologique un peu moindre. Et les autres essais qui se sont intéressés aux multithérapies, c'est ceux qui avaient étudié l'adjonction de métronidazole, et ça, il n'y en a aucun qui a mis en évidence une différence significative. Et il y en a d'autres qui n'ont pas retrouvé de différence. Donc après avoir beaucoup discuté sur la validité externe, notamment de l'essai de Tita et le principe de précaution, eh bien, nous avons considéré que les données de la littérature ne permettaient pas de recommander d'administrer une bithérapie incluant l'azithromycine pour les femmes ayant une césarienne en cours de travail afin de diminuer leur morbidité infectieuse maternelle. La qualité de la preuve ne nous paraissait pas suffisante et donc nous n'avons pas réalisé de recommandations sur ce plan-là. Et enfin, la dernière question qui concerne l'antibioprophylaxie, c'est celle de avant l'incision versus après le clampage du cordon, donc celle du moment d'administration. Et là, vraiment, il y a eu aussi beaucoup de discussions parce que la question principale, c'est celle du conflit d'intérêts entre la mère et l'enfant pour mettre en balance le bénéfice potentiel d'une administration précoce sur la morbidité infectieuse maternelle. Et donc, on va répondre à la question, est-ce qu'il y a un effet significatif et quelle est la significativité clinique de cet effet versus l'exposition du fœtus in utero. Est-ce qu'il y a des effets qui sont décrits? Est-ce qu'il faut appliquer le principe de précaution? Donc, là, je vous détaille 4 essais une méta-analyse et 3 essais larges et qu'on va discuter. La méta-analyse de la Cochrane, elle inclut 10 essais randomisés. Dans cette méta-analyse, généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais l'antibioprophylaxie est donnée 60 minutes avant l'incision par rapport à après le clampage. Donc, vous voyez tout de suite la question que ça pose pour les césariennes en cours de travail, par exemple. Et il y a de nombreux critères de jugement qui ont été étudiés.
Ensuite, il y a 2 essais indiens qui sont assez récents, de 2013 et 2017. Par rapport aux autres essais, hein, c'est sûr que 2013, c'est pas si récent que ça, mais... qui sont donc faits en Inde, un bicentrique et l'autre unicentrique, et qui ont inclus près de 1000 femmes chacun. Le premier, c'est de l'administration de ceftriaxone 30 à 60 minutes avant l'incision versus après le clampage, mais c'est uniquement sur les césariennes qui étaient considérées comme à bas risque infectieux. Et puis le deuxième, c'est un essai unicentrique qui administrait la céphazoline 1 g avant l'incision versus après le clampage, et c'était toutes les césariennes. Et puis il y a un troisième essai assez large, unicentrique aux États-Unis, 800 femmes, la céphazoline 2 g, 30 à 60 minutes avant l'incision versus après le clampage. Et là, c'était toutes les césariennes, sauf les urgences qui ne permettaient pas d'administrer l'antibioprophylaxie à temps. Et donc, pour faire un résumé de l'effet sur les différents critères de jugement, donc sur les critères majeurs comme le sepsis maternel ou l'abcès profond, ça a été étudié dans 3 essais pour l'un, un seul pour l'autre, et aucun n'a mis en évidence de différences significatives. Pour l'abcès de paroi, en revanche, que ce soit la méta-analyse ou les 2 essais qui ont été réalisés en Inde, eh bien, il y a eu la mise en évidence d'une différence significative avec un risque relatif à 0,6, donc une baisse de 40%, et un intervalle de confiance qui ne comprend pas 1. Ça n'était pas le cas pour le 3e essai réalisé aux États-Unis. L'endométrite, de la même manière, la méta-analyse mettait en évidence une diminution presque par 2 du risque de manière significative, et un essai montrait également une diminution significative, mais pas l'autre. Pour la fièvre du postpartum, il n'y avait pas de différence, ni pour le sepsis ou l'infection néonatale. Et donc pour la question, parce qu'on revient sur ce que je vous ai dit au tout début de cette question-là, sur les effets sur le nouveau-né et le principe de précaution, il y a un seul essai qui s'est intéressé à l'effet potentiel chez le nouveau-né de recevoir une antibioprophylaxie avant l'incision sur le microbiote, et ne trouvait pas de différence significative, mais c'est le seul critère qui a été étudié. Donc, après discussion au sein du groupe de travail, nous avons conclu qu'il y avait un bénéfice probable quand même de l'antibioprophylaxie avant l'incision sur l'endométrite et sur l'abcès de paroi au vu des données que je viens de vous démontrer, mais que ce bénéfice clinique pouvait sembler assez modeste et était à mettre en balance avec les incertitudes vis-à-vis du nouveau-né. Et donc la conclusion du groupe de travail a été de privilégier le principe de précaution dans ce contexte-là. Donc notre recommandation, c'est que les données de la littérature sont trop limitées en qualité pour pouvoir émettre une recommandation qui concerne le moment d'administration de l'antibioprophylaxie avant l'incision ou après le clampage du cordon. Et donc il n'y a là aussi pas de recommandation, ce qui veut dire que les deux sont tout à fait possibles. Et voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Donc j'imagine qu'il va y avoir des questions en particulier sur la dernière recommandation. Norbert. Non, Norbert, vas-y. Attends, Norbert. Attends, le micro arrive. Le micro. Merci pour ce travail. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui a déjà été abordé, je crois, à la SFMP. Et donc tu conclus sur le fait que finalement il n'y a pas de recommandation, mais quand même on est dans le principe de précaution. Et donc si en subliminal on comprend ce que tu veux dire, c'est que tu vas plutôt privilégier le clampage du cordon après le clampage, puisque finalement dans le principe de précaution, si on comprend bien, c'est plutôt pour le devenir et le microbiote de l'enfant. C'est un petit peu ça l'idée. En fait, ce que moi je voulais dire, c'est que le principe de précaution peut contrebalancer le bénéfice probable. Donc ça veut dire que... Mais est-ce que tu dis quand même, on recommande le principe de précaution, enfin, on va vers le principe de précaution, c'est ce que tu dis quand même dans le texte. Donc c'est plutôt vers après le clampage, on est d'accord, enfin, c'est ce que tu veux dire. Pas tout à fait. Alors justement, pas tout à fait. Pour moi, il y a vraiment les deux qui se... Après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur l'organisation dans les services et sur ce qu'on souhaite, mais vraiment, il n'y a pas forcément de consensus... même au sein du groupe de travail, sur le moment où on l'administre dans chacune de nos maternités. Pour moi, pour nous, ce qui a été la conclusion, c'est qu'on ne pouvait pas mettre complètement en avant le bénéfice sur l'endométrite et l'abcès de paroi. Voilà. On ne pouvait pas dire, écoutez, il y a vraiment ce qui est le cas dans les recommandations de l'ASFAR. Et donc nous, on a voulu se démarquer de ça, sans forcément en conclure, il faut le faire après clampage du cordon, mais en disant, attention, on ne peut pas donner un blanc-seing à cette endométrite et cet abcès de paroi et dire à toute la France il faut faire avant l'incision,
parce qu'il y a cet autre argument du principe de précaution qui est majeur aussi. Mais il me semblait que si on choisissait avant l'incision, il fallait plutôt privilégier une bonne demi-heure avant. Oui, alors il y a ça aussi. Et ça, tu l'as pas spécialement abordé. C'est vrai que je suis pas allée très longuement dessus, mais la plupart des essais qui sont là, ils le font 30 à 60 minutes avant. Et donc, comme je disais en introduction, de toute façon, ça remet complètement en question cette administration pour les césariennes en cours de travail. Dans ces cas-là, on parle surtout de la césarienne programmée. Et alors, toujours dans la continuité de la question, quelle est la vie pédiatrique, justement? Il vous inciterait plutôt à le faire après clampage du cordon, je suppose? Alors, il n'y avait pas de pédiatre dans notre groupe de travail, mais effectivement, vous voyez qu'on avait en revanche pas mal de pédiatres dans les relecteurs et qu'il y a eu un consensus sur cette absence de recommandation avec un accord des pédiatres qui, pour certains, sont plus en faveur de le faire après. Après, il n'y a pas non plus de données, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas non plus de données inquiétantes sur le fait de donner une antibioprophylaxie avant l'incision. Hein. C'est un principe de précaution. Et qu'est-ce que vous faites, vous Alors, c'est juste, tout le monde peut faire ce qu'il veut. L'ASFAR dit c'est avant, mais parce que dans la chirurgie, de manière générale programmée, il y a beaucoup de données, je ne parle pas de la césarienne, il y a beaucoup de données pour montrer que avant évidemment l'incision, l'antibioprophylaxie diminue un certain nombre de complications. Dans le contexte de la césarienne, ce qui emporte le morceau, c'est 2 essais en Inde, dont on ne va pas les détailler, mais méthodologiquement c'est très 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 suspect, dont un des essais dit 80%, alors que c'est en Inde, 80% ils sont en dessous du seuil de pauvreté indien. Donc ce n'est pas exactement les mêmes situations, on va dire, hygiéniques qu'en France. Et quand on les met dans des méta-analyses, en fait, ces essais emportent plus le morceau, il fait que ça devient positif. En fait, on ne va pas détailler les méta-analyses, mais c'est très compliqué les méta-analyses, puisqu'il n'y a pas de guidelines pour dire comment on sélectionne un essai ou pas. Et donc c'est laissé propre aux auteurs. Il y a des auteurs qui ne sélectionnent pas des essais, d'autres qui les sélectionnent. Certains considèrent que si on ne sélectionne pas les essais, on induit des biais, et d'autres, comme moi, mais je ne suis pas du tout méthodologiste en méta-analyse, pensent que si on met des papiers qui sont pourris de chez pourris dans des méta-analyses, ça fait qu'à la fin, ça fait des méta-analyses qui donnent des données pas très robustes. Mais en fait, c'est très contesté ce que je pense, en particulier pour ceux qui élaborent des méta-analyses. Et ce n'est pas formellement démontré donc, que l'antibioprophylaxie avant l'incision réduit les outcomes dont a parlé Jeanne, et surtout, on ne sait pas sur l'enfant. Donc après, chacun prend ces données-là, puis chacun discute avec pédiatre et anesthésiste pour déterminer ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce que vous faites à Bordeaux, pour Royal et Robert Debré, par exemple? Alors, à Bordeaux, jusqu'à présent, c'était les recommandations de l'ASFAR qui étaient instituées, parce que c'est les anesthésistes qui administrent l'antibioprophylaxie, donc souvent, c'est quand même eux qui sont en première ligne. Mon sentiment personnel, je ne suis pas allé sur ce sujet-là, parce qu'on a tellement de sujets à traiter, mon sentiment personnel, c'est que je pense qu'il vaut mieux attendre le clampage du cordon. Si je peux juste rebondir, pas pour dire ce qu'on fait nous, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça, mais c'est les études sur les conséquences chez l'enfant et peut-être l'adulte même de ce qui se passe in utero, c'est très difficile ces études bien entendu. Les rares études qui ont été faites, vous le savez, on montre des choses, pas sur les antibiotiques, hein, mais voilà, on sait qu'il se passe des choses et qu'à partir du moment où on perturbe la physiologie fœtale par divers des médicaments ou autres choses, on peut le voir avec les corticoïdes par exemple, il y a certainement des choses qu'on ne connaît pas bien. Alors on appelle ça ici le principe de précaution. Il va y avoir certainement des études dans les années qui viennent, même si elles sont compliquées, qui vont montrer qu'il y a des perturbations. Alors ce sera peut-être physiologique uniquement, mais peut-être clinique sur le long terme, avec des désordres. Alors je ne sais pas si une seule injection antibiotique, effectivement, a un effet. On n'en sait rien en fait. Donc c'est pour ça que c'est le mot principe de précaution. Mais voilà, donc chacun, selon sa conviction, va peut-être discuter avec ses anesthésistes. Mais c'est vrai que les anesthésistes, eux, c'est une recommandation de la SFAR, donc ils le font avant. Ça, je pense qu'un peu partout, dans les blocs, ils le font avant. Alors, et même dans les césariennes programmées, mais ils le font pas une heure, même pas, ils le font jamais une heure avant. Ils le font 10 minutes avant. Quoi. Donc en fait, je ne sais pas s'ils reproduisent l'effet bénéfique potentiel. Il y a Karine qui veut peut-être préciser quelque chose, qui est encore une fois anesthésiste évidemment, et aussi membre de la SFAR. Et il y avait une question, madame, en attendant que Karine puisse avoir un micro. Donc ma question, c'était juste pour savoir si les différents essais ont précisé, est-ce qu'il y a des différences en fonction du type d'antibiotique utilisé, c'est-à-dire céphalosporine versus peut-être
amoxicilline plus acide clavulanique. Est-ce que vous avez essayé par rapport au retentissement fœtal Alors ça, c'était par rapport sur le retentissement fœtal. Non, dans les essais qui ont de la deuxième question, qui regardaient les types d'antibioprophylaxie et les potentiels effets secondaires sur le nouveau-né, il n'y a pas ces critères qui sont évalués. C'est beaucoup des essais anciens, ça. Finalement, les essais récents, ils sont soit sur le clampage, le moment d'administration, soit sur l'adjonction d'un deuxième traitement par rapport à un seul traitement. Mais la première et la deuxième question que j'ai traitées, c'est vraiment des essais assez anciens. Et à ce moment-là, on s'intéressait peu aux effets secondaires de l'antibioprophylaxie sur le nouveau-né. Juste en complément, je suis tout à fait d'accord. Nous, à Bordeaux, on fait bien les antibiotiques avant. En revanche, toutes ces discussions ont éveillé beaucoup de questions. Mais que ce soit dans ce domaine comme dans d'autres domaines, et pour la SFAR, le CRC, qui est notre organisme de recommandation avec le bureau et le comité d'administration, a lancé une nouvelle relecture de l'antibioprophylaxie pour laquelle probablement on retravaillera ensemble pour confirmer et discuter ce projet. Mais il y a un nouveau projet antibioprophylaxie global parce que c'est vrai que ça faisait beaucoup de discussions. Bah oui, voilà. Merci Karine pour cette précision. Merci. Une question au fond ? Ouais. Merci beaucoup. Bonjour. Juste une question par rapport à la voie basse. Du coup, est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des études qui nous permettraient justement d'établir un lien avec cette antibiothérapie et qui nous permettraient de la faire en post-clampage, tout en sachant qu'il y a certaines patientes, par exemple, qui ont une antibiothérapie pendant le travail, par exemple sur des ruptures prolongées. Est-ce qu'on a des informations justement sur le devenir de ces enfants qui ont des antibiotiques via leur mère pendant le travail versus les enfants qui sont nés sans antibioprophylaxie pour la maman? Alors là, la question du coup, c'est, si j'ai bien compris, les effets sur le nouveau-né de l'antibioprophylaxie en cours de travail versus pas du tout d'antibioprophylaxie. Je ne pense pas qu'on ait ces données, mais je ne sais pas si je pense que ça n'a pas du tout été étudié. Et effectivement, c'est une question qui se pose, mais parce qu'il y a beaucoup de patientes qui ont une antibioprophylaxie. Là, on parle de la césarienne, mais quand on a fait les RPC sur les ruptures à terme, par exemple, on a quand même une proportion de patientes importantes qui reçoivent une antibioprophylaxie avant ou pendant le travail. Il existe quand même un peu des données. Il n'y a pas de données cliniques qui montrent que les enfants développent des pathologies parce qu'ils ont reçu des antibiotiques in utero pendant le travail parce que leur mère avait une rupture prématurée des membranes prolongées. En revanche, il y a des données qui montrent que le microbiote n'est pas équivalent chez les enfants qui sont nés après avoir reçu des antibiotiques dans tout le travail par rapport à ceux qui n'en ont pas reçu. Voilà, mais ça n'est pas montré comme ayant une répercussion clinique. Je vous remercie. Voilà. Et donc, alors on sait qu'il y a des altérations dans le développement peut-être clinique du fait d'être né par voie basse, versus d'être pas né par voie basse, d'avoir été mis au contact du microbiote ou pas avoir été mis au contact du microbiote. Changer un peu le microbiote par des antibiotiques n'est pas montré encore pour le moment comme étant associé à de la pathologie. Alors que d'être en contact ou pas en contact avec le microbiote l'a été. Voilà. Donc, point de vue clinique, il n'y a pas de données. Et pour compléter, je vais vous donner la parole, c'est pour ça qu'on a été prudent aussi sur cette bi-antibiothérapie. Et sur l'interprétation de l'essai de Tita, qui est un essai très bien fait, qui est dans New England, qui est un magnifique essai. Mais pour la généralisation à l'ensemble d'une population, d'autant plus qu'on peut imaginer que si vous mettez tri-antibiothérapie, vous allez diminuer un petit peu toujours le risque infectieux, mais au prix de quels effets secondaires, combien il faut mettre d'antibiotiques pour réduire finalement l'outcome désiré. Et donc à un moment donné, il faut être un petit peu raisonnable, et en particulier, comme il y a toutes ces interrogations par rapport au devenir de l'enfant, on a essayé d'être plutôt sur une situation de recommander une monothérapie, pas une bithérapie. Ça fait partie de la discussion, comme l'avait dit Jeanne. Monsieur ? Excusez-moi, est-ce que vous avez des données sur l'influence de l'antibiothérapie sur la montée laiteuse ? Alors non, dans tous ces essais, il n'y a pas du tout d'évaluation de ce que ça pourrait donner comme conséquence éventuelle sur la montée laiteuse. Moi, je n'ai pas de notion qu'il y ait une influence de l'un ou l'autre de ces antibiotiques sur la montée laiteuse en postpartum. Je ne sais pas si des membres du groupe de travail en ont d'autres, mais je crois que ça n'a pas été étudié. Tu l'as un tout petit peu abordé, Jeanne, mais est-ce que tu pourrais tout petit peu préciser ce qu'il y a dans les études sur la première question, la deuxième question, quand on compare pénicilline à céphalo,
céphalоспoriné, dans la pénicilline, entre pénigé, amoxicilline, ampicilline et augmentin, j'ai cru comprendre. Oui. C'est quand même pas exactement pareil comme comparaison au niveau du spectre. Et finalement, il n'y a pas eu de tentative d'essayer de regrouper des essais un peu plus homogènes sur le type de pénicilline. Si, absolument. Même, la Cochrane a déjà fait ce travail en faisant des analyses molécule par molécule, comparaison molécule par molécule. Et la seule chose où il y avait une petite tendance qu'on avait regardée, c'était effectivement pour l'augmentin versus la céphalosporine, mais c'est augmentin à large spectre du coup, où il y avait une légère tendance à la diminution de la morbidité infectieuse, mais qui n'était pas significative et qui, au vu des possibles aussi effets d'une antibioprophylaxie à large spectre comme l'augmentin, n'a pas paru significativement, en tout cas sur le plan clinique. D'accord. Et est-ce que notre recommandation est contraire, elle n'est pas celle de la SFAR? Je me demande si la SFAR ne dit pas céphalosporine, elle. C'est dans mon souvenir, non, c'est pas ça? Alors, moi, je crois que la SFAR dit que les deux sont possibles. Il me semble, hein. Oui. Mais c'est la céphalosporine qui est faite. Et là aussi, sur une extrapolation, beaucoup sur l'extrapolation du niveau de preuve qui existe dans d'autres contextes, je crois. Pour rediscuter aussi, le nouveau travail est lancé aussi pour rediscuter de cette recommandation plutôt d'une céphalosporine en première intention. En fait, je souligne ça parce que tous là qui êtes ici, bien sûr, vous, dans vos blocs opératoires et dans votre maternité, vous travaillez avec des anesthésistes. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu problématique si deux disciplines qui essayent de se mettre d'accord quand même souvent, parce qu'on a fait beaucoup de recommandations entre le collège et la SFAR, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'avoir des recommandations qui peuvent paraître contradictoires. Hein. Donc c'est bien de bien comprendre un peu les enjeux. Alors c'est pas totalement contradictoire parce que là il n'y a pas de recommandation, mais bon. Il n'y a pas d'opposition entre deux recommandations en tout cas. Et puis c'est certainement une bonne occasion pour rediscuter dans chaque maternité entre les anesthésistes et les gynéco-obstétriciens. Et donc encore une fois, il n'y a pas de contradiction car nous on dit qu'on laisse libre les gens. Voilà. Mais ça permet de susciter des questions et des collaborations au sein des services. La solution ne serait-elle pas alors de mettre 2 antibiotiques après clampage? Alors, ce qu'il y a, c'est que l'essai de Tita, qui est vraiment un essai effectivement majeur et bien fait, c'est avant l'incision que ça a été fait. Mais en tout cas, si on décide, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles données, d'augmenter l'antibioprophylaxie à plusieurs molécules, le principe de précaution vis-à-vis du nouveau-né va s'appliquer d'autant plus. Ça, on est d'accord. Merci Jeanne. Donc, nous allons accueillir Anan Bouchgoul qui travaille donc à Bordeaux et qui va nous faire le point sur la désinfection cutanée et ou vaginale en cours de césarienne. Merci. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler de la thématique de la désinfection chez les femmes ayant une césarienne. Donc la désinfection qui se décline autour de 3 questions PICO. Donc les 2 premières qui traitent du type d'agent antiseptique. Donc la première qui est la comparaison d'un désinfectant cutané alcoolique à un désinfectant sans alcool pour diminuer la morbidité maternelle infectieuse. La deuxième qui est la comparaison d'un désinfectant cutané iodé à un désinfectant cutané non iodé. Et la troisième question qui va comparer la désinfection vaginale systématique à l'absence de désinfection vaginale pour diminuer la morbidité maternelle infectieuse. Pour répondre à la première question, qui est donc la comparaison d'un désinfectant cutané alcoolique à un désinfectant cutané sans alcool, il faut savoir que la majorité des études ont comparé la chlorhexidine alcool à la povidone iodine avec ou sans alcool, qui n'est autre que la bétadine dermique ou alcoolique, et qu'il s'agit donc de 2 molécules différentes, indépendamment de la présence ou non d'alcool. L'outcome qui est évalué dans ces études est l'infection du site opératoire, qui était donc un critère composite qui était défini par soit la survenue d'une infection profonde, soit la survenue d'une infection de paroi. Et donc pour répondre à cette question, nous avons sélectionné les études qui comparaient la chlorhexidine alcoolique à la povidone iodine
sans alcool. Dans la littérature, on a une méta-analyse importante qui est récente, en 2020, qui a donc réalisé une analyse en sous-groupe sur la comparaison de la chlorhexidine à la bétadine, donc dermique, et qui avait donc inclus 4 essais randomisés avec comme résultat sur le critère de l'infection post-opératoire une absence de différence significative. La méta-analyse de Tolcher en 2019, qui avait inclus les mêmes essais, retrouvait également l'absence de différence, tout comme les essais randomisés qui étaient inclus. Il n'y avait également pas de différence concernant le risque de réaction cutanée chez ces patientes. Et enfin, aucune étude n'avait évalué les risques de fièvre, de reprise chirurgicale post-opératoire et de sepsis. Il faut quand même souligner les limites importantes de ces études, puisque la revue de la Cochrane a inclus des études qui n'étaient pas publiées dans la littérature, en dehors d'abstract, et également la faible qualité des études qui étaient incluses dans ces méta-analyses, avec notamment des taux d'infection qui étaient variables, allant de 4 à 15%, des populations hétérogènes, incluant des césariennes programmées et réalisées en urgence. Le groupe de travail a donc conclu que les données de la littérature sont insuffisantes en qualité pour émettre une recommandation concernant la désinfection cutanée abdominale à l'aide d'un désinfectant alcoolique par rapport à un désinfectant sans alcool, et ce pour réduire la morbidité maternelle infectieuse, précisément l'infection profonde et de parois. Il s'agit donc d'une absence de recommandation et d'une qualité de la preuve qui était faible. Pour répondre à la deuxième question, on a pu inclure de façon plus large la comparaison de la chlorhexidine alcoolique à la povidone iodine avec ou sans alcool. Et donc on a repris cette même revue de la Cochrane de 2020 qui regardait comme outcome donc l'infection du site opératoire, et sur ce critère, elle retrouvait une différence significative en faveur de la chlorhexidine alcoolique avec une diminution du risque d'infection post-opératoire. La méta-analyse de Tolcher en 2019 retrouvait le même résultat, mais c'est une méta-analyse qui avait inclus également les mêmes essais randomisés. Une autre méta-analyse publiée en 2018 était en faveur d'une diminution de risque, mais à la limite de la significativité avec un P à 0,07. On va regarder maintenant un peu de plus près les études qui étaient incluses dans ces méta-analyses et la revue de la Cochrane. Donc, elle repose sur principalement un essai randomisé qui était de qualité élevée, qui est l'essai de Touli, qui était un essai unicentrique qui avait inclus plus de 1000 patientes et qui retrouvait comme résultat une diminution du risque infectieux en cas de désinfection à la chlorhexidine en comparaison à la povidone iodine, avec des taux de 4% versus 7%. En revanche, quand on regardait les critères pris isolément d'infection de parois et d'infection profonde, il n'y avait pas de différence significative sur ces critères. Le deuxième essai randomisé de qualité élevée était celui de Springle, qui était également un essai unicentrique, qui avait inclus près de 1000 patientes également, et qui, lui, ne retrouvait pas de différence entre les deux groupes. On a donc deux essais de qualité élevée qui avaient des résultats qui étaient contradictoires. Les autres essais inclus étaient des essais de qualité basse, voire très basse, et qui ne retrouvaient pas de différence entre la chlorhexidine alcoolique ou la bétadine avec ou sans alcool. Toutefois, il s'agissait d'essais de mauvaise qualité, avec des effectifs très souvent faibles, une méthodologie qui n'était pas adaptée et des patientes incluses qui étaient hétérogènes, avec toujours des césariennes en cours de travail et d'autres programmées. Il n'y avait par ailleurs pas de différence concernant le risque d'endométrite, pas de différence concernant le risque de réaction cutanée, et aucune étude n'avait évalué les risques de fièvre, de reprise chirurgicale et de sepsis. Le groupe de travail a donc conclu que les données de la littérature étaient insuffisantes pour émettre une recommandation concernant l'utilisation d'un désinfectant cutané iodé par rapport à un désinfectant non iodé, et ce pour réduire la morbidité maternelle infectieuse. Et tout comme la première question, il s'agit donc d'une absence de recommandation avec une qualité de la preuve qui est faible.
Sur la troisième question, donc, qui est la question de la désinfection vaginale à titre systématique, qui repose sur un rationnel que le vagin n'étant pas stérile et porteur de bactéries pourrait être un facteur qui favorisant le risque d'infection post-opératoire chez les femmes qui ont une césarienne. Certains se sont donc posé de la question de la désinfection vaginale pour diminuer cette morbidité maternelle infectieuse. Les agents antiseptiques qui sont utilisés dans la littérature, qui sont décrits, c'était pour la majorité la bétadine, donc la povidone iodine, la chlorhexidine ou d'autres qui ont été décrits. L'outcome principalement évalué, c'est le risque donc d'endométrite. Et donc les résultats de deux méta-analyses et de la revue de la Cochrane ont montré donc cette méta-analyse de 2019 qui incluait donc près de 7000 patientes qui avaient soit une césarienne programmée, soit en urgence. Et le résultat était une diminution du risque d'endométrite en comparaison à l'absence de désinfection vaginale avec un risque diminué de moitié. De la même façon, la méta-analyse de 2017 retrouvait également une diminution de ce risque d'endométrite et la revue de la Cochrane récente de 2020 retrouvait une diminution de moitié de ce risque d'endométrite en cas de désinfection vaginale en comparaison à l'absence de désinfection vaginale. Toutefois, il va falloir nuancer ces résultats puisque quand on regarde les analyses en sous-groupes qui ont été faites dans ces méta-analyses, il n'y avait pas de diminution du risque d'endométrite chez les femmes qui avaient une césarienne programmée, qui n'étaient pas en travail ou qui avaient les membranes intactes. Et quand on regarde de plus près les essais inclus dans ces méta-analyses, les résultats étaient contradictoires entre les essais, mais surtout et encore de faible qualité pour ces essais randomisés. Et point important, la revue de la Cochrane présente un biais d'inclusion majeur puisque une étude avait évalué la désinfection vaginale à l'absence de désinfection vaginale chez des femmes qui accouchaient par césarienne et des femmes qui accouchaient par voie basse. On revient sur la méthodologie qui est très discutable de ces essais et sur les raisons de cette faible qualité. Dans la majorité de ces essais, donc à l'exception d'un essai, il n'y avait pas de placebo dans le groupe contrôle. Encore une fois, les populations qui étaient incluses étaient très hétérogènes, avec des patientes qui avaient soit des césariennes programmées, des césariennes en cours de travail, à membrane intacte ou d'autres patientes à membrane rompue. Il s'agissait d'études qui présentaient des effectifs qui étaient faibles, avec un caractère unicentrique, et enfin des taux d'endométrite qui pouvaient être très élevés, de 14 jusqu'à 28%. C'est donc en raison de cette qualité méthodologique des essais que l'interprétation des résultats doit être très précautionneuse et ne nous permet pas de conclure sur un réel bénéfice de la désinfection vaginale. Quid maintenant de la population des femmes ayant les membranes rompues? Alors, il n'existe pas d'étude qui a évalué la morbidité infectieuse selon la réalisation de la désinfection vaginale ou non chez des femmes, dans cette population de femmes qui avaient les membranes rompues avant la césarienne. En effet, dans toutes les études dont on dispose, les populations qui étaient incluses étaient hétérogènes, ayant soit des césariennes programmées en cours de travail ou encore avec à membrane rompue. Donc, dans ces études, on dispose d'analyses en sous-groupes dans ces sous-populations de femmes qui avaient les membranes rompues. Et donc, dans les trois méta-analyses dont je vous ai parlé, on retrouvait chez les femmes en cours de travail et chez les femmes ayant une rupture des membranes que la désinfection vaginale était associée à une diminution du risque d'endométrite en comparaison à l'absence de désinfection vaginale. Toutefois, encore une fois, il faut être prudent dans l'interprétation de ces résultats puisque quand on regarde de plus près les essais de ces analyses en sous-groupe, dans 3 essais, on ne retrouvait pas cette différence et dans un essai, on retrouvait une différence en faveur de la désinfection vaginale. On a donc des résultats qui sont contradictoires entre les essais. Et encore une fois, on souligne les limites importantes de ces essais, puisque les effectifs étaient très faibles, puisqu'il s'agit d'analyses en sous-groupe, et que le taux d'endométrite pouvait atteindre des taux très élevés, donc de 21%, notamment dans cet essai qui était en faveur de la désinfection vaginale.
compte tenu d'une part de l'absence de preuves robustes du bénéfice de la désinfection vaginale avant une césarienne et d'autre part du possible inconfort vaginal qui pourrait être engendré par cette désinfection vaginale, le groupe de travail a conclu à donc l'absence de données pour émettre une recommandation concernant la pertinence de réaliser une désinfection vaginale préopératoire chez les femmes ayant une césarienne et ce que les membranes soient rompues ou non. Il s'agit donc d'une absence de recommandation avec une qualité de la preuve qui est faible et donc je précise que cette question a fait l'objet d'un deuxième tour de relecteur puisque à l'issue du premier tour, le taux de réponse concordante était inférieur au seuil qui vous a été expliqué en introduction. Et donc à l'issue du deuxième tour, on a eu un accord avec plus de 80% de réponses qui étaient concordantes. Je vous remercie. Merci Anan. Frédéric? Merci Anan pour ton topo. Il y a une attitude qui est très franco-française, qui est un peu excessive et chronophage pour moi. C'est la préparation cutanée en 4 temps. Est-ce que ça, dans ce que tu as lu, dans les essais, il comparait la préparation en 4 temps en un temps? Est-ce que c'est des données que tu as pu extraire? Est-ce que c'est une question Picot qui aurait pu se poser aussi? Parce que je trouve qu'au CHU de Bordeaux, notamment, cet excès de hygiéniste est un petit peu lourd parfois. Alors dans la littérature, on n'a pas d'évaluation, en tout cas des différents temps opératoires. On a uniquement une évaluation du type d'agent antiseptique, mais pas des étapes ou de la détertion pré-désinfection. Ouais, je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce que c'est quand même de la pratique courante. On découvre des choses qui, entre guillemets, nous sont un peu imposées dans les blocs par des hygiénistes sans aucune preuve et surtout parce que ils ont des recommandations qui sont souvent pas du tout liées à la césarienne mais dues à d'autres types d'interventions. Et je suis d'accord, il faut se battre aussi contre ça. Sinon, la césarienne, entre le moment où tu fais l'arachie-anesthésie et le moment où tu incises, il y en a pour une demi-heure, quoi. Donc, je suis pas sûr que ce soit très très bien non plus pour le fœtus. Donc, du fait avec les chutes de tension, les machins, voilà. Je suis complètement d'accord. Et ces recommandations peuvent vous aider, je pense, pour avoir une rediscussion avec l'hygiéniste du bloc qui, bien sûr, donne des règles comme ça un peu communes à tout le monde, hein. Surtout quand on est dans des blocs communs. Je crois que le problème essentiel, c'est quand on est dans des blocs communs et où les désinfections pour la chirurgie est appliquée à celle de la césarienne. C'est plus ça que les hygiénistes, c'est pour des questions pratiques. Et nous, on a eu un changement radical au moment de ceux de la chirurgie et finalement, on montre que quoi qu'on fasse, de toute façon, la désinfection, c'est bien. Mais il n'y a pas tellement de produits supérieurs à... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez intégré dans le choix, parce que vous n'avez pas fait la différence entre les solutions de iodées alcooliques et non alcooliques, mais est-ce que vous avez trouvé parce qu'il y a un risque qui est grave, qui est exceptionnel, mais qui est décrit, c'est le risque d'incendie dû au bistouri électrique après l'utilisation de solutions alcooliques. Est-ce que vous avez émis une recommandation concernant l'utilisation des solutions alcooliques, surtout dans des contextes d'urgence? Alors, pour répondre à la question Picot, on s'est vraiment intéressé aux études qui évaluaient comme population la population des femmes qui avaient une césarienne avec les interventions qu'on a exposées. Et dans les études qu'on a analysées et tout le recueil assez exhaustif qu'on a fait, on n'a pas pu recueillir comme effet secondaire l'incendie au bloc opératoire ou la patiente qui avait une complication de ce type-là. En tout cas, dans les données qu'on a pu extraire, même si c'est des événements qui peuvent avoir été observés en pratique. En fait, c'est très difficile dans les essais randomisés. Vous voyez déjà, les essais randomisés, c'est 50 patients de 30, 70, 20, alors que la césarienne, c'est pas difficile, c'est pas une intervention qu'on ne fait pas fréquemment. Et c'est très difficile dans les essais randomisés de pouvoir évaluer ce qu'on appelle la safety, parce que dans ces cas-là, il faut 10 000 femmes dans chaque groupe
pour voir. Donc, on ne peut pas le voir. C'est l'intérêt des études observationnelles, c'est l'intérêt de la pharmacovigilance. Ça sera exactement la même chose sur les traitements, sur les vomissements gravidiques qu'on verra cet après-midi. Et donc, on ne peut pas se positionner là-dessus. Parce que, par exemple, sur un autre sujet aussi, sur l'antibioprophylaxie, c'est le choc anaphylactique. On peut avoir des chocs anaphylactiques au bloc opératoire. Et comme m'a fait par le docteur Rickbourg, si vous mettez votre antibioprophylaxie avant la naissance de l'enfant et qu'il y a un choc anaphylactique, le choc anaphylactique va toucher 2 personnes. Alors que si vous le faites après, eh bien, ça touchera que la mère. En tout cas, l'enfant sera préservé. Donc, on ne peut pas donner de réponse sur ces sujets-là qui sont bien trop rares, mais on sait que c'est des événements qui peuvent arriver. Monsieur ? Anan, quand tu parles de désinfection vaginale, tu parles d'une vraie désinfection genre de tout le vagin, parce qu'en pratique, je ne sais pas comment ça se passe, la plupart du temps, c'est le petit jet de bêta classique qu'on voit un peu partout et qu'on fait nous aussi à la Riboisière, le petit jet de bêta à la fin, juste la bétadine verte à la fin. Je sais pas si je pense pas que ce soit exactement ça dont tu parles. Ce qui est dans la méthodologie des études, ce qui est décrit, c'est un tampon avec donc imbibé de bétadine ou de chlorhexidine qui est retourné dans le vagin pendant un laps de temps différent en fonction des études, mais donc il y a vraiment une procédure à suivre avec un petit temps dédié à cette désinfection vaginale. Encore moins, j'imagine, du coup, le petit jet de bêta, je pense qu'on fait encore, je pense qu'il faut plus faire ça aussi. Mais bon. Je pense qu'on peut s'en passer. Voilà, ok. S'il n'y a plus d'autres questions, on va terminer cette première session, et puis on reprend à 10h30 pour avoir un temps de pause, et donc on se retrouve à 10h30. Merci pour votre attention.